et à tous. Je suis Kadiatou Damaro Kamara, la secrétaire chargée de l'information et de la communication du Parlement des enfants de Guinée. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables, Monsieur le représentant de l'UNICEF Guinée, chers amis enfants participantes et participants, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout d'abord vous féliciter de votre mobilisation et surtout vous remercier de toutes ces initiatives, de toutes ces actions en faveur de nous les enfants de Guinée. Cette année, le mois de l'enfant guinéen est célébré sous le thème « L'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique ». Au regard du contexte d'épidémie de la COVID-19, les activités du mois de l'enfant guinéen se déroulent sous le signe du respect des mesures liées à l'état d'urgence sanitaire, notamment la lutte contre la propagation de la maladie. L'activité à laquelle nous prenons part ce matin, à l'instant, est un plaidoyer des enfants de 4 régions naturelles et de la ville de Conakry sur les différents sujets de préoccupation auprès des autorités gouvernementales et le système des Nations Unies à travers l'UNICEF. Les prises de parole des enfants se focaliseront en particulier sur les thématiques suivantes. Mariage des enfants, mineurs en conflit avec la loi, accès à la justice pour les enfants victimes, accompagnement social des enfants victimes, mobilité, mendicité, handicap et éducation, état civil, mutilation génitale féminine. À chacun des intervenants, en prenant la parole, veuillez vous présenter comme suit. Prénom et nom, âge, occupation et localité. Ainsi, nous donnerons la parole successivement aux représentants des enfants dans l'ordre suivant. Penda Ayou, de la région de Farana, dont la question porte sur les dispositions juridiques relatives au mariage d'enfants. C'est à la haute attention de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Penda Ayou, de la région de Farana. Vas-y pour ta question, Monsieur le ministre, vous écoute. Bonjour, moi c'est Penda Ayou, élève de la 12e sciences maths au groupe scolaire Ibrahima. J'ai 16 ans, je fais partie du club de jeunes filles leaders de Farana. C'est un grand plaisir pour moi d'être retenu pour célébrer le mois de l'enfant. À travers un fait, on a sélectionné une question concernant les droits de l'enfant. En avril 2019, dans mon quartier mosquée, une fille de 14 ans a été victime d'un viol par un monsieur de 52 ans, agresseur est connu, mais protégé par la communauté et les parents de la fille, grâce à ses recherches. Pourtant, la fille, elle est humiliée, affectée physiquement et psychologiquement. Elle n'est plus la même depuis cet événement. Comme solution, les parents cherchent à arranger un mariage avec l'agresseur pour faire de cette fille la 3e épouse de cet agresseur. Nous, en tant que club de jeunes filles leaders, sommes impuissants devant ces personnes-là. Monsieur le ministre d'État de la Justice, de nos jours, le mariage d'enfants est l'une des pratiques traditionnelles qui consiste de graves violations des droits de la jeune fille que nous sommes. Mais il arrive que ces connaissances soient portées à le ministre d'État. On constate avec regret que plusieurs de ces dossiers restent sans réponse ou sans suite. Quelles sont les mesures que votre département pourrait prendre qui refusera de rendre justice? Je vous remercie. Vous dites que beaucoup de dossiers restent sans réponse. Non. Alors, d'abord, le problème du mariage des mineurs, c'est un problème très complexe. D'abord, parce que l'état civil n'est pas, n'est-ce pas, activé comme il le faut. Parce que si l'état civil fonctionnait comme il faut, eh bien, il y a un âge minimum qui a été fixé par le code civil et qui est de 18 ans. On a uniformisé, n'est-ce pas, tous ces âges de capacité juridique. Alors, mais très malheureusement, ce sont des choses qui se passent en famille, entre familles, et le plus souvent, comme vous l'avez dit, pour ce cas de la mineure
où les parents ont eu à tenter d'arranger en transformant le viol en mariage. Bon, ben, écoutez, la justice ne peut pas s'autosaisir. Il faut qu'on la saisisse. Bon, très heureusement, on a 2 offices spécialisés, n'est-ce pas, pour la protection des mineurs, au niveau de la gendarmerie et au niveau de la police, qui suivent ces affaires, n'est-ce pas, dans les quartiers et dans les villages. Il suffit de porter à leur connaissance les faits, et bien ils se déploient, ils vont chercher, ils enquêtent et ils les font à la justice. Donc, une fois déféré à la justice, on ne peut pas parler de mariage à ce niveau. C'est une infraction à la loi pénale et la justice pénale fera son travail. Bon, mais quand on étouffe une affaire en famille et on transforme en mariage, je vous assure que la justice est incapable. Sinon, l'âge de mariage reconnu par la loi, c'est de 18 ans. Mais c'est l'état civil qui seul, n'est-ce pas, applique cela. Mais avec les mariages dans les mosquées, l'imam qui s'élève un mariage dans les mosquées ne se préoccupe pas de l'âge. Il peut voir un jeune homme et une jeune fille devant lui, eh bien, ils veulent se marier, il pose sa question et il célèbre le mariage à la religieuse. Ce qui est anormal. Donc, les enfants essaient de prendre le contact, de reconnaître le contact de ces 2 offices spécialisés. Il y a également les associations, les ONG, qui sont préoccupés par les problèmes concernant les violences vis-à-vis des mineurs. Eh bien, il suffit de les saisir. Si vous ne pouvez pas porter l'affaire en justice, ces ONG, ces associations se chargent de saisir les 2 offices dont je parle en gendarmerie et en police, et la justice est saisie et elle fera son travail. On ne classe jamais de dossier comme ça. D'accord, merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à la question de notre camarade Penda Ayoub de la région de Farana. Et nous ne vous quittons pas encore. Cette fois-ci, nous allons partir avec Mamadou Kourouma. Mamadi Kourouma de la région de Kankan. Sa question est relative aux mineurs en conflit avec la loi. C'est toujours à votre attention, Monsieur le ministre. Bien. Mamadi Kourouma, on vous écoute. Bonjour. Ne tole Mamadou Kourouma ka bo frigariya balimana nzantan gurun lala inani an wole ne bola frigariya balimana an wole tere sigiri kata ngurla nga nagra nga kata ndama nindu nyoke fla antura kata ngurla nyoke ni siringa nelu blara nyona dura wi do fara la soroji na lamina ko andi kasura anga karulu ke dama blana kudo mantro dama nga masoro jankaru bodama kudu bodama dum go jonya ko jonya wadina men moment fenandere wala ma kasula widira wadina men dilama edu fenaminana bora ndo ka dini sidama ntungo yala dini mula kula e bolodi. OK. Je me nomme Mamadi Kourouma, originaire de la préfecture de Kankan, précisément dans la commune rurale de Baten-Nafagui, district de Karia. J'ai quitté ma famille dans l'intention d'aller à Sigiring pour trouver du travail. Arrivé à Sigiring, j'ai fait la connaissance d'un grand qui m'a confié sa moto tricycle avec mon ami. Quelques mois plus tard, lors d'un affrontement avec mon ami et les jeunes délinquants du quartier, nous sommes arrêtés par la police puis déférés à la maison d'arrêt de Sigiring. J'ai passé 5 mois en détention. En détention, j'ai passé plusieurs difficultés, dont privation de nourriture, manque de soins, d'hygiène et beaucoup de choses. J'ai quitté cette maison d'arrêt, laissant derrière moi plusieurs mineurs en conflit avec la loi. Excellence, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la situation de mes collègues que j'ai laissés en détention à la maison d'arrêt de Sigiring? Je vous remercie. Bien, je vous remercie. J'attire tout de suite votre attention que le sort des mineurs dans la loi pénale est rigoureusement réglementé. Le mineur, qu'il soit témoin, qu'il soit victime ou qu'il soit auteur, dans tous les cas où il est en conflit avec la loi, il est protégé. Il est protégé, c'est ainsi que le mineur auteur, parce que c'est lui qui nous intéresse ici, quand il est en état d'arrestation, d'abord sa garde à vue se passe dans des conditions particulières. On ne le mêle jamais avec, n'est-ce pas, la cellule de garde à vue des majeurs. Ensuite, quand il est transféré au tribunal, eh bien, les enquêteurs attirent toujours l'attention du parquet sur le caractère mineur, n'est-ce pas, de ce monsieur, et ce n'est plus le tribunal ordinaire qui est changé ou le juge d'instruction ordinaire, mais on le transfère tout de suite devant le tribunal pour enfants où il y a un juge d'instruction
il y a un président, il y a un procureur spécial là-bas qui sont chargés du cas des mineurs. Donc, pour qu'un enfant soit en prison, eh bien, il faut que le tribunal pour enfants soit saisi et je reconnais que le tribunal pour enfants, il existe dans toutes les juridictions, mais pas en spécial comme on connaît à Conakry ou dans les grandes villes. À Conakry, vous avez le tribunal spécial qui siège à côté du tribunal ordinaire et dans les grandes villes également, c'est le cas. Mais dans d'autres juridictions, ce n'est pas le cas parce qu'il y a insuffisance de magistrats. Donc c'est le même magistrat qui s'occupe à la fois des majeurs et des mineurs. Alors, dans ce cas, si c'est le cas, je veux dire, eh bien, malheureusement, le juge saisi, le juge des mineurs saisi qui est en même temps juge des majeurs, eh bien, n'a pas d'autre possibilité. Vous savez, l'encadrement du mineur en conflit avec la loi est prévu et très très bien organisé. Alors je parlais du tribunal pour mineurs, il y a un encadrement psychosocial également qui existe. Cet encadrement psychosocial, c'est par exemple les agences, n'est-ce pas, d'assistance aux mineurs en conflit avec la loi en milieu ouvert. Et si c'était le cas extrême qu'il faut absolument le garder en prison, c'est pour des faits graves, des faits criminels, n'est-ce pas, qu'on le met en prison. Autre condition également, ou autre cause, c'est parce que le mineur en conflit avec la loi, le fait n'est pas aussi grave, mais on l'amène pour qu'il soit protégé du lynchage ou autre, n'est-ce pas, supposons qu'il vole par exemple au marché. Alors si on le laisse partir, eh bien on l'expose, n'est-ce pas, à une vengeance. Alors, pour éviter de tels faits, eh bien, on est obligé de le garder en prison. Sinon, il ne doit pas être là. Alors, pourquoi on ne doit pas le mettre en prison? C'est s'il y a un répondant. Un répondant, c'est-à-dire un parent reconnu qui se présente, n'est-ce pas, qu'on identifie et on lui confie en attendant le jugement. Il y a aussi des associations spécialisées qui sont installées, qui ont des moyens, n'est-ce pas, d'accueillir de tels enfants, n'est-ce pas, les entretenir avant qu'ils ne soient jugés. Ce sont des enfants de la rue, des enfants dans la rue, qui commettent une infraction. Eh bien, quand on n'a pas de répondant, on est obligé de les garder. Mais ils sont gardés dans des conditions spéciales. Alors, nous sommes en train, donc, dès lors où les tribunaux pour enfants fonctionnent, nous sommes en train d'organiser ce cadre d'encadrement, n'est-ce pas, socio-psychologique, n'est-ce pas, autour des juges d'enfants, autour des prisons où les enfants sont détenus. Il y a les centres aérés, les centres, n'est-ce pas, de sauvegarde et les assistantes en milieu ouvert, c'est-à-dire on a créé un corps ici maintenant qui est détaché de l'administration pénitentiaire, qui a une formation spéciale qu'on appelle, n'est-ce pas, les assistants, les éducateurs spécialisés, qui, lorsque l'enfant est confié à sa famille ou à quelqu'un, eh bien, les agents de ce service suivent l'enfant, se déplacent, ils vont le voir tous les jours à la maison pour voir si ça évolue, comment ça évolue, s'il y a repentance, n'est-ce pas, dans son comportement. Si c'est le cas, on lève la mesure en attendant le jugement. Voilà, si vous voulez ramasser la situation des mineurs. Ceux que vous avez laissés là-bas, très malheureusement, on a envoyé une circulaire pour dire que les enfants, si c'est le cas, vraiment, ils ne doivent pas rester gardés s'il y a un répondant, sauf cas de fait criminel. Quand c'est criminel, il ne faut pas le laisser partir parce que vous l'exposez au lynchage et à la vengeance. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question précise. Il est interdit de garder les enfants en prison, sauf cas exceptionnel. Le cas exceptionnel, c'est les crimes. Les crimes, pas graves, pas encore une fois, pour toujours dans le cadre de la protection. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. J'espère que notre camarade Mamadi Kourouma de la région de Kankan est satisfait de votre réponse. Nous vous reviendrons plus tard pour d'autres questions. Alors, cette fois-ci, nous allons partir avec Mamadou Moussa Ba de la région de l'Abbé, qui intervient au sujet de la situation des enfants dans la rue.
et les enfants en mobilité interne. C'est à la haute attention de Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables, Mamadou Moussa Abba. Madame la ministre vous écoute pour votre question. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Kerno Moussa Abba, l'abbé. J'ai 16 ans, j'ai fait en 6e année. Madame la ministre de l'Action sociale, plusieurs enfants vivant au marché et dans la ville bénéficient actuellement d'une prise en charge et d'un accompagnement par des travailleurs sociaux de l'État après qu'ils soient passés en prison. Qu'est-ce que l'État prévoit pour prévenir cette situation dans laquelle beaucoup d'enfants se trouvent à cause du divorce des parents, la pauvreté ou les handicaps des parents? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables, c'était donc la question de notre camarade. On vous écoute. Merci, merci bien, mademoiselle la modératrice. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous sommes dans le mois de l'enfant. Je voudrais vous souhaiter vraiment un excellent mois de l'enfant, bien que ça tire sur sa fin. Mais je voudrais au prime abord vous exprimer vraiment toute l'émotion que j'éprouve maintenant là où je suis là, à participer à un tel débat où les autorités de ce pays viennent débattre avec les enfants pour rendre compte des questions ou bien en tout cas des actions qui sont menées par leur département aux enfants. Cela dit, je profite pour féliciter Monsieur le ministre d'État pour sa nomination hier, mais surtout le remercier pour tous ses efforts allant dans le sens du respect, de la protection des droits et du bien-être des enfants. Monsieur le ministre, vous avez marqué vraiment votre passage au ministère de la Justice. Je voudrais profiter pour ce micro pour vous le dire et vous en remercier. Bonjour à monsieur le représentant de l'UNICEF qui est en train de faire un excellent travail. En tout cas, ce cadre technique, merci beaucoup. Merci à tous les experts qui y ont pris part. Alors, venant à la question, je voudrais tout simplement dire que la problématique des enfants non accompagnés est hélas une des conséquences des difficultés d'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation, la santé, les centres d'orientation et professionnels, mais également le relâchement des bonnes pratiques d'encadrement familial et communautaire. Aujourd'hui, il est difficile qu'un voisin se lève pour aller corriger un enfant, en tout cas, donner des directives à un enfant qui n'est pas le sien. On ne le comprend plus. Chacun est chez soi et les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Toutefois, le gouvernement travaille avec l'accompagnement des partenaires. C'est le lieu ici de remercier encore une fois l'UNICEF avec lequel nous travaillons sur le volet préventif à travers la réduction des effets de l'exode rural et la mobilité interne. Dans ce domaine, nous avons mis en place des équipes mobiles. Les équipes mobiles du ministère de la Sécurité, mais avec les travailleurs sociaux, ils font la prise en charge transitoire et organisent sous la coordination des directions techniques le retour des enfants interceptés dans leur communauté. Alors, de mars 2019, je vous prends la période là, et les interventions que nous avons menées entre cette période, c'est-à-dire mars 2019 et mars 2020, ce sont 359 enfants, dont 134 filles, qui ont été accompagnés à travers des appuis scolaires et dans les petits métiers. Ça veut dire que votre préoccupation est réellement prise en compte par le gouvernement. Pour les enfants en conflit avec la loi, Monsieur le ministre a touché à la question. Près d'une centaine étaient en situation
de privation de leur liberté. Mais avec le processus de médiation pénale facilité par le ministère de la Justice, encore une fois, près de 70 enfants ont retrouvé leur liberté et ils ont été remis à leur famille. Toutefois, les efforts doivent se poursuivre. Il ne faut pas qu'on se contente de cela seulement. Donc, nous devons poursuivre le travail dans le domaine éducatif. Il faut que vous acceptiez d'aller à l'école, que vous vous scolarisez dans le domaine de l'appui au monde rural, que les communautés vraiment puissent prendre en charge les enfants, qu'ils aient des capacités pour pouvoir soutenir les programmes et les projets que nous développons en faveur du respect des droits des enfants. Mais également, nous devons œuvrer à ce que les revenus des familles soient confortés. Si les familles n'ont pas les moyens de subvenir à leur quotidien, il va sans dire que c'est les enfants qui vont en payer les frais et surtout les filles, parce que vous parliez tantôt de mariage précoce, cela va se faire. Nous ne le souhaitons pas, mais nous devons œuvrer pour que les familles puissent tenir compte. Et quelque part, je vais abonder dans le sens de la santé de la reproduction. Nous devons œuvrer, peut-être que ça, la question n'est pas, surtout la réponse n'est pas avec l'UNICEF, mais nous devons aussi essayer de maîtriser la fécondité de nos filles. Alors, la réduction de la pauvreté, j'en conviens souvent, on le cite, mais cela ne doit pas être un facteur pour dire qu'il faut laisser les enfants dans la rue. Nous devons prendre nos responsabilités pour pouvoir contenir nos enfants, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il y va de leur survie. Si les enfants ne sont pas bien encadrés, ils ne sont pas éduqués, ils sont abandonnés dans la rue, il va sans dire que c'est l'avenir du pays qui sera hypothéqué. Pour finir là-dessus, il faut également vous impliquer, vous, les enfants, que vous vous impliquiez dans la sensibilisation de vos pères. Là-dessus, je remercie très sincèrement, je félicite le club des jeunes filles qui se bat sur le terrain par rapport aux questions de violence, notamment le mariage des enfants. Tout ne peut pas être question de pauvreté. Je le dis, je le répète encore, il faut arriver progressivement à construire chez les enfants à un certain âge un projet de vie. Donc, nous devons aussi ensemble, vous les enfants et nous donner la main pour que vous puissiez régler vos problèmes, pour que vos problèmes soient portés et que vous sortiez carrément de la précarité dans laquelle vous vous trouvez. Merci bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous ne manquerons vraiment pas de nous associer à votre démarche afin que l'objectif soit atteint, parce que nous, notre plus grand souhait est que tous les enfants de la rue se retrouvent dans un cadre de protection, mais aussi d'éducation. Une fois encore, merci à vous d'avoir placé au centre de vos différentes préoccupations la problématique de l'enfance guinéenne. J'espère que notre ami Mamadou Moussaba, il est satisfait de votre réponse. On ne vous quitte pas encore, on est ensemble. Cette fois-ci, on va aller avec Soumoussi Ousmane Bari de la région de Mamou qui a deux questions. La première porte sur les droits des enfants victimes de viols. Ça, c'est à la haute attention de Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables et de Monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. La deuxième question porte sur les appuis de l'UNICEF et c'est à la haute attention de Monsieur le représentant de l'UNICEF Guinée, Ousmane Bari, et on vous écoute pour vos questions. Bonjour à tous, je me nomme Ousmane Bari, je fais la 9e année, j'ai 16 ans. Je suis la porte-voix de toutes les jeunes filles de la région administrative de Mamou. Mesdames et messieurs, les ministres, pour rappel, Mamou est l'une des régions de la Guinée où les viols sont fréquents. Seulement pour le mois de Ramadan, la préfecture de Mamou a enregistré 6 cas, une tentative. Cette statistique est très préoccupante et doit interpeller le gouvernement et ses partenaires. C'est dans ce sens que je pose les questions suivantes. Première, le viol et le mariage d'enfants sont des pratiques de plus en plus courantes dans nos communautés et dont la prise en charge de la victime
souffrent de l'influence des leaders communautaires, mais aussi souvent de la pauvreté des parents, notamment quand ils veulent intenter une action en justice. Pour cela, qu'est-ce que vous prévoyez comme aide pour soutenir les parents des victimes devant les auteurs qui ont souvent plus de soutien? Avant de commencer ma deuxième question, je profite de cette belle occasion pour remercier l'UNICEF Guinée de nous avoir offert un don dans notre commune, à savoir la clôture du collège, l'adduction d'eau, l'électrification du collège, le primaire et le bloc administratif de la CR de Ourekaba. Merci à l'UNICEF. Ma deuxième question, monsieur le représentant de l'UNICEF, quel apport votre institution pour soutenir le gouvernement guinéen dans la promotion des droits des enfants en Guinée, notamment dans la justice juvénile? Merci. Merci beaucoup de ces questions. Et je vous rappelle que la première question, c'est pour Madame la ministre et Monsieur le ministre. Merci infiniment. Le viol et le mariage des enfants, en plus de la mutilation génitale féminine, constituent des pires formes de violence dont sont victimes les enfants. Je suis mère, je suis grand-mère, je suis fille également. Alors, pour la question, je vous dirais que le premier combat à ce niveau était surtout de pouvoir libérer la parole, parce que c'était un tabou, on n'en parlait pas. Libérer la parole au sein des communautés. On a toujours tendance à couvrir les coupables ou bien pensant comme ça, bon, qu'on essaie de garder l'honneur de la famille de la victime, alors que cette victime souffre dans sa chair et dans son âme. Donc, ce travail a été fait, des mécanismes ont été mis en place. Aujourd'hui, nous en parlons. Alors, vous le savez, moi, j'ai le sentiment que notre engagement social aux côtés de nos communautés commence à porter fruit. Comme je l'ai dit tantôt, nous en parlons, ils sont dénoncés. Je ne pense pas que les auteurs de viols sont plus soutenus que les victimes. Non. Souvent, c'est nous les propres parents des victimes qui abandonnons. Lorsqu'un enfant est violé ou une fille est violée ici, vous voyez, il y a l'autre partie qui vient avec des gens, des notabilités pour venir. Bon, c'est Dieu qui a voulu ça, nous présentons nos excuses. C'est nous qui cautionnons cela. Sinon, les hommes de la sécurité et de la justice, et ils font leur travail quand c'est dénoncé, lorsqu'ils sont au courant. Et ce que le conseil que je vais donner, c'est que vous ne devez pas refuser de dénoncer. Dénoncer, accepter de dénoncer. Quand vous êtes victime de violence ou bien de viol, venez vers les services ou bien les numéros de téléphone, appelez. Essayez de faire en sorte que le ministère, les structures du ministère ou bien des ONG qui ont été créées pour ça soient alertées afin que nous puissions prendre les mesures pour pouvoir sanctionner les auteurs de ces violences. Cela dit, depuis un certain temps, je prends toujours le cas de l'année 19, même de 2019 jusqu'à nos jours, c'est une centaine de cas de viol qui ont été notifiés et poursuivis par les différents services de police, de gendarmerie et de la justice. Donc, on ne couvre pas les auteurs. Nous, on fait le travail, mais faudrait-il que nous soyons informés encore une fois. Personnellement, j'ai été au chevet des enfants victimes de viols dans les hôpitaux ou bien d'autres formes de violence. Régulièrement, les travailleurs sociaux aussi nous rapportent. Et sans oublier que ceux-ci viennent à l'aide des familles de ces victimes pour les soutenir de façon psychosociale.
Toutefois, le travail d'alerte à travers les comités locaux de protection de l'enfant installés dans les villages et districts, les communes doit se poursuivre. Nous devons poursuivre le travail si on veut que les auteurs de viols soient punis. Il faut toujours dénoncer, il ne faut jamais cacher, parce que si vous vous cachez, c'est les autres aussi qui en seront victimes. Celui qui commet une bêtise, vous ne le corrigez pas, vous l'encouragez à en faire encore. Donc, c'est ce que je peux dire. Libérer vraiment la parole, dénoncer les auteurs, que ce soit un frère, que ce soit un voisin, que ce soit n'importe qui, que ce soit un maître d'école ou toute autre personne. Si vous êtes victime de violence, essayez d'en parler pour que vraiment nous puissions prendre des dispositions. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous sommes entièrement de votre avis. Il faut arrêter de gérer ces cas de viol à l'amiable. La première étape vers la disparition de ces fléaux, c'est de briser le silence. Voilà, c'est ça. Monsieur le ministre de la Justice, c'est vrai que la responsabilité, elle est partagée, mais il y a au premier plan les autorités en charge de l'application des textes de loi, parce que quand les bourreaux savent ce qui les attend, ils vont réfléchir à 1000 fois, à 2000 fois avant de commettre ces actes pareils. Alors, on vous... Je remercie Madame le ministre, n'est-ce pas, pour le témoignage éloquent qu'elle vient de faire sur l'action des services de police et de la justice concernant ces deux phénomènes, les mutilations génitales et le viol. J'avoue que, comme vous savez, ces deux phénomènes sont devenus des phénomènes préoccupants aujourd'hui pour la société guinéenne. Préoccupant parce que le combat que nous avons mené est à la fois juridique, répressif, mais aussi sensibilisation. Alors, pourquoi? Parce que je parle de mutilation, c'est parce que c'est ancestral, c'est pas un phénomène qui est ancestral, qui existe, et la justice, la police, la gendarmerie feront leur boulot. Il faut également que la société elle-même, à travers la société civile, intervienne pour, au fur et à mesure, sensibiliser, répéter tous les jours. Je crois que c'est un phénomène de violence à l'endroit de l'enfant, du mineur, qu'il faut abandonner. Eh bien, quant à la répression, je vous assure que la justice, comme Madame la ministre l'a dit, et la police et la gendarmerie font leur travail. Mais encore une fois, quand on leur cache les faits, eh bien, parce qu'ils ont autre chose à faire, mais il suffit qu'on attire leur attention, eh bien, ils se déploient tout de suite et ils arrivent à découvrir l'auteur ou les auteurs pour le traduire en justice. Alors, comme Madame la ministre l'a dit, il faut dénoncer, parce que ce sont des faits qui se passent en intimité. Quand vous lisez, n'est-ce pas, les articles là-dessus, sur le viol, eh bien, ça se passe toujours dans un coin isolé, abandonné, ou alors dans le secret de la chambre, n'est-ce pas, fermé, avec les menaces à la clé, sur la victime, de ne pas parler. Bon, mais, encore une fois, ça se finit toujours par se connaître. Et si les parents ont tendance à étouffer, parce que, comme l'a dit Madame le ministre, des notabilités, n'est-ce pas, la flopée, n'est-ce pas, d'intervenants viennent faire pression, n'est-ce pas, sur la famille, eh bien, lorsque vous apprenez, dénoncez aux ONG qui s'occupent des mineurs, eh bien, les deux services dont j'ai parlé tout à l'heure, chaque fois qu'on les affiche à la télévision, il y a leur numéro de téléphone qui s'affiche, essayez de relever et de garder. Si bien que dès que vous avez connaissance du fait, eh bien, vous dénoncez à ces services et eux, ils feront leur travail. Maintenant, pour ce qui concerne la répression proprement dit, la justice fait son travail et on ne recule pas. Pour les mutilations génitales, par exemple, bon, les gens pensent qu'on ne se condamne pas. Tant que, n'est-ce pas, c'est dénoncé, la procédure est établie, ça arrive en justice, la justice condamne toujours. Ça prendra peut-être du temps, mais elle finit toujours par condamner. Alors, le viol aussi, identique. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est devenu un phénomène tellement préoccupant dans ce pays qu'on est en train de réfléchir pour criminaliser, en tout cas au maximum, cette infraction dans ce pays et, n'est-ce pas,
la doter d'une répression aussi sévère, n'est-ce pas, que possible. C'est actuellement la politique, n'est-ce pas, envisagée par le gouvernement en ce qui concerne ce phénomène, parce que c'est un peu trop. Il ne se passe pas de jour si vous ne voyez pas, n'est-ce pas, dans les journaux, dans les journaux télévisés, parlés et écrits, qu'il y a eu viol, et parfois dans des conditions atroces. Et parfois, le drame, c'est que ça se ramène maintenant à un niveau encore plus inquiétant, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas, qu'on ne peut pas considérer comme des femmes, de 5 ans, de 7 ans, c'est incroyable. Donc vraiment, on est en train de réfléchir pour modifier le texte en ce sens et augmenter les circonstances aggravantes en ce qui concerne ce viol lorsque ça se commet dans cette condition. En tout cas, vous pouvez compter sur la justice pour faire ce travail, tant contre la mutilation génitale que contre le viol dans ce pays. Je vous remercie. D'accord, merci Monsieur le ministre. Comme vous le dites, la justice fait son travail. La loi, elle est appliquée et les mêmes choses se répètent à chaque fois. Je pense qu'il faut appliquer la loi autrement. Moi, par exemple, j'ai une amie avec laquelle je travaille dans mon ONG Amicale des femmes et des filles pour le développement de l'Afrique qui a été victime du viol. Lorsqu'elle nous a informés de la situation et du coup, on a porté plainte contre le jeune qui l'a violé. Le jeune, il a été arrêté et amené à la prison. Actuellement, il est en garde à vue. Mais vous savez ce que le jeune est en train de faire aujourd'hui? C'est ses amis qui sont en train d'appeler ma camarade en la menaçant que si elle ne va pas au commissariat ou bien au commissariat pour dire qu'elle était consentante pour cela, ils vont publier sa photo sur Facebook, ils vont informer tout le monde sur les réseaux sociaux que quelque chose s'est passé entre mon ami et leurs camarades. Je pense que l'air vraiment est grave. Il faut qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur ces phénomènes pour trouver solution. Donc, oui, je voulais dire que ces menaces aussi, ça constitue des infractions. Il suffit de les porter à la connaissance de la justice. C'est une obstruction, n'est-ce pas, au fonctionnement de la justice. Parce que si la victime, on la menace pour aller dire le contraire, n'est-ce pas, qu'il puisse alléger sa responsabilité, eh bien, c'est une infraction qu'il faut dénoncer également au même titre que le violeur. Ce sont les complices, n'est-ce pas, ultérieurs ou alors de fait. Donc il faut les dénoncer et la justice les retiendra également pour faire son travail en ce qui les concerne. D'accord. Merci, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Cette fois-ci, on va aller avec Monsieur le représentant de l'UNICEF Guinée qui va nous parler des appuis de l'UNICEF. Monsieur le représentant de l'UNICEF Guinée, on vous écoute. Merci beaucoup, mademoiselle Camara, chargée de l'information et de la communication du Parlement des enfants en Guinée. Vraiment, je vous remercie pour cette facilitation de cette séance qui est très importante, surtout en ce mois de l'enfant et dans le contexte de la COVID-19 aussi. Nous sommes en période de crise sanitaire et c'est là où les droits des enfants sont les plus fragiles. Et je crois que cette séance démontre une fois de plus l'engagement aussi du gouvernement guinéen pour protéger les droits des enfants. C'est vraiment un privilège d'avoir aussi bien le ministre de la Justice que Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Quand je félicitais tantôt, avant le début de cette séance, Monsieur le ministre de la Justice, je disais que nous avons vraiment maintenant un très bon ambassadeur au niveau de la présidence et franchement, c'est une très bonne chose. Je réitère aussi mes félicitations à Madame la ministre de l'Action sociale qui œuvre sans relâche pour le bien-être des enfants. Je voudrais aussi remercier tous les enfants qui se sont mobilisés autour de cette plateforme pour discuter de questions aussi importantes. Moi, je crois que ça doit être même une conversation au continu. Le mois de l'enfant, ça doit être de janvier à décembre. Et cette conversation, ça doit être dynamique. Elle doit être tenue tous les jours
avec les concernés, aussi bien les enfants que la partie gouvernementale, que la coopération internationale et que nous représentons en tant qu'organisme des Nations Unies. Pour revenir à la question très importante posée par mademoiselle Soumou, et je reconnais mademoiselle Soumou parce que l'année dernière, j'avais visité Ouré Kaba. J'étais allé dans son école et elle m'avait interpellé sur l'état de l'école, la cour, le manque d'électricité, avec vraiment un discours tellement convaincant que quand je suis revenu, c'était la chose, j'ai dit à mes collègues, il faut qu'on résolve d'abord ce problème-là avant que je ne puisse souffler. Et je crois qu'elle peut témoigner que les doléances qu'elle avait posées sur la table ont été prises en charge. Je crois qu'il y a maintenant l'électricité, la cour de l'école a été refaite. Je suis très contente de la voir ici dans ce forum-là. Pour revenir à l'apport de l'UNICEF, je dois dire que c'est un apport complémentaire aux efforts du gouvernement. Lorsque vous voyez deux ministres autour de la table et les enfants, je crois que l'UNICEF est encouragé à faire un peu plus. Et c'est ça ce que nous faisons tous les jours. Aussi bien le ministre de la Justice et la ministre de l'Action sociale, ils ont mentionné le cadre légal pour la protection des enfants. C'est là où l'UNICEF peut apporter beaucoup de contributions en termes de support technique pour développer certaines lois et certaines réglementations qui seront bénéfiques aux enfants. Et je crois l'année dernière, vers la fin de l'année, on a réalisé, on est arrivé à un jalon très important avec l'adoption et plus tard la promulgation de la loi portant code de l'enfance. Ça, c'était vraiment un jalon très important dans l'histoire des droits de l'enfant dans ce pays. Et nous allons continuer avec ça. Je crois que quand on adopte et promulgue une loi, il faut maintenant des textes d'application. Mademoiselle Camara avait mentionné quelque chose comme ça. Et nous allons nous atteler à ça pour travailler davantage avec les deux ministères. Il y a beaucoup de coordination aussi qui se fait en matière de justice et de protection pour les enfants. Et le ministère de l'Action sociale contribue énormément à ça. Et nous travaillons avec le ministère de l'Action sociale aussi dans le fonctionnement, dans l'opérationnalisation du groupe de travail sur la protection de l'enfant qui inclut le volet, comme vous le savez, le volet justice de l'enfant. Donc, nous allons continuer à supporter cette coordination. Vous voyez, lorsqu'il y a un problème et chacun veut résoudre ça de son côté, sans coordination, croyez-moi, le problème même s'amplifie. Mais si les actions sont concertées, coordonnées, si l'approche est participative et les différentes forces se concertent, je crois que la résolution du problème devient plus facile. C'est pourquoi nous attachons une importance très importante, une importance primordiale sur la coordination et nous supportons toujours la coordination des actions en faveur des enfants. En ce qui concerne maintenant les services pour venir en support aux enfants, vous avez mentionné, on a discuté tantôt les enfants en prison, les enfants nécessitant un support psychosocial, etc. L'UNICEF est toujours prêt à supporter le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale, que ce soit la police, les magistrats, les travailleurs sociaux, les agents de l'administration pénitentiaire, les responsables des structures d'accueil des enfants en situation de vulnérabilité, par exemple les enfants migrants, comme l'a mentionné Madame la ministre de l'Action sociale, et aussi les enfants en conflit avec la loi. Donc, ces services pour les enfants, l'UNICEF est très actif pour les renforcer.
Monsieur le ministre de la Justice a évoqué plusieurs lois, la nécessité pour que les gens soient informés de ce qu'ils doivent faire dans certaines situations, la nécessité d'informer les autorités de la chaîne pénale, la nécessité de dénoncer, comme l'a dit Madame la ministre de l'Action sociale. Donc, l'information, la communication, le changement des comportements, c'est un domaine très vaste et très, très important pour l'épanouissement des enfants. Là aussi, nous travaillons beaucoup là-dessus. Et finalement, comme je le disais tantôt, nous sommes dans une période de crise sanitaire et les enfants sont très vulnérables lorsqu'il y a une crise. Lorsqu'il y a une crise, les enfants et les femmes sont les premiers à souffrir de cette crise-là. Alors, nous avions collaboré, travaillé avec le ministère de la Justice et c'est pourquoi je disais que Monsieur le ministre de la Justice est l'un des meilleurs ambassadeurs des enfants. Il a fait beaucoup d'efforts pour sortir de détention plusieurs enfants en conflit avec la loi et je crois que ceci va continuer durant cette période de Covid, mais aussi après. Je crois que là, nous serons très actifs, nous continuons à être très actifs dans ce domaine-là. Je voudrais m'arrêter là pour le moment, pour ne pas être très long et remercier une fois de plus tout le monde qui est autour de la table pour cette séance qui va faire date, et qui va faire tache d'huile, parce que je sais qu'on nous suit en live sur Facebook. Ouais. Et je crois que ceci est aussi une approche très innovante dans cette période où la distanciation sociale est recommandée. Je crois que ce forum virtuel est vraiment une innovation de taille. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le représentant de l'UNICEF Guinée, pour tous vos efforts que vous nécessitez d'aménager en vue de l'amélioration des conditions de vie de tous les enfants de Guinée. Et pour la région de Zérékoré, il y aura deux intervenants. Le premier intervenant, c'est Chrysanthe Haba, qui a une question sur la délivrance des jugements supplétifs. C'est à la haute attention de monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Chrysanthe Haba, monsieur le ministre vous écoute pour votre question. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le représentant de l'UNICEF Guinée, chers panélistes, bonjour. Je suis Chrysanthe Haba, président du Parlement des enfants de Zérékoré. Excellence, monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, on constate que les frais liés à la délivrance de certains actes juridiques, tels que les jugements supplétifs, ne sont pas uniformes partout, principalement dans les zones minières, où ces services coûtent plus cher. Excellence, monsieur le ministre, les coûts varient de 25 000 à 50 000. Excellence, monsieur le ministre, pourquoi le jugement supplétif n'a pas le même prix partout en Guinée? Je vous remercie. Bien, je vous remercie. J'ai fait allusion à cela tout à l'heure en disant que le jugement supplétif est appelé à disparaître. L'acte ou l'état d'une personne, l'état, je veux dire, sa situation juridique, ne peut être constaté que par un acte de l'état civil. Et lorsque l'état civil sera vraiment fonctionnel, opérationnel dans ce pays, le jugement supplétif est appelé à disparaître. C'était un phénomène colonial, n'est-ce pas? Quand on a voulu identifier les Africains qu'on appelait les indigènes, eh bien, il fallait, il n'y avait pas d'état civil, il fallait appeler le juge, n'est-ce pas, pour constater son nom, prénom, son père, sa mère, là où il est né, etc. Bien, alors ça s'est inscrit et finalement, ça a continué même après l'indépendance, même après la mise en place de l'état civil moderne. Et on dit toujours jugement supplétif valant lieu d'acte de naissance. Non, ça ne peut pas valoir. N'est-ce pas? Le code civil, le code de l'enfant ont posé un délai. Quand un enfant naît, il a posé un délai de 2 mois au père, à la mère ou à la personne responsable pour aller déclarer à l'état civil. 2 mois. Bon, maintenant, si les 2 mois passent,
et que la déclaration n'est pas faite, eh bien, l'officier d'état civil ne peut plus recevoir la déclaration. Il faut passer au tribunal, que le tribunal certifie ce que tu dis à propos de ce enfant et enregistre dans le registre. Le jugement supplétif sert justement à cela. Et si vous lisez en bas du jugement, on vous dit que mention doit être faite dans les registres de l'état civil. C'est pas si bien que le papier du jugement qu'on vous remet, comme ça avec timbre ou pas, bien, il ne vaut pas ça. Les gens ne suivent pas la procédure jusqu'au bout, ils se contentent de ça, ils déposent dans le dossier, et malheureusement, l'administration ou, n'est-ce pas, des services intéressés reçoivent en tant que tel. Non. Bien, donc, j'ai fait une circulaire en ce qui concerne les actes, n'est-ce pas, concernant l'état des personnes. C'est le cas du jugement supplétif, en attendant que les choses se précisent, avec un coût uniforme, aussi bien pour le jugement supplétif que pour le certificat de nationalité. Parce que ça aussi, c'est un document qui est recherché par les gens pour la constitution de leur dossier ou l'identification de leur état. Donc, j'ai fait une circulaire. Bon, ben, si j'ai même demandé à ce qu'on les affiche dans tous les tribunaux, dans tous les greffes, à la connaissance du public, que les gens, en rentrant pour demander un jugement supplétif au greffe, qu'ils aient connaissance du coût. Si bien que si on dit que c'est 10 000 francs, si le rentré qu'on dise 25 000 francs, il dit non, je refuse. Et si le greffier en chef persiste, il va avoir le procureur de la République et celui-ci intervient, le président du tribunal, celui-ci intervient pour établir les choses. Donc, sachez qu'il y a un coût uniforme, aussi bien pour le jugement supplétif que pour le certificat de nationalité que les gens demandent tant aussi. Il en est de même que pour le casier judiciaire. C'est vrai que les gens demandent également pour la constitution de leur dossier. Le coût est uniforme, n'est-ce pas, et sur l'ensemble du territoire, n'est-ce pas, parce que c'est un service public. Donc si, n'est-ce pas, les greffiers qui délivrent ces pièces aux citoyens font obstacle à cela, dénoncer toujours. C'est-à-dire, la difficulté ici qu'on a pour lutter contre la corruption, parce qu'on ne dénonce pas. Et quand on ne dénonce pas, ça veut dire que le corrupteur et le corrompu sont dans le même sac. C'est la même chose. N'est-ce pas? Quand l'autorité dit c'est tant, si le greffier en chef ou l'agent, n'est-ce pas, du tribunal demande plus, c'est la concussion, c'est une infraction pénale. N'est-ce pas? C'est comme un détournement. Donc, uniforme, ce n'est pas 25 000, ce n'est pas 50 000. Renseignez-vous, je ne sais pas si c'est dans l'ordre de 10 000, aussi bien le jugement supplétif, le casier judiciaire que le certificat de nationalité. Merci beaucoup à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'avoir répondu à la question de notre camarade Chrysante Haba de Zéro-Corée. Cette fois-ci, on va aller avec la deuxième intervenante, Virginie Glemou. Quant à elle, sa question s'intéresse à l'application des lois relatives aux mutilations génitales féminines. C'est à la haute attention de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Voilà, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Virginie Guémou, j'ai 16 ans. Je suis membre du club des jeunes filles leaders des Zéro-Corée. Ma question est la suivante. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous constatons avec amertume le non-respect de l'application des dispositions du Code de l'enfant guinéen en ses articles 269, 270, 405 et suivants, relatifs à la protection des filles et des femmes contre les mutilations génitales féminines. Excellence, Monsieur le ministre, que faites-vous pour l'effectivité de l'application stricte de ces lois? Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie. Je ne sais pas ce que dit l'article, les articles que vous avez cités, je n'ai pas le code sous la main. Bon, là, je vous ai dit tout à l'heure, quand il concerne les mutilations génitales, c'est une infraction pénale. Vous nous amenez dans le code de l'enfant, mais le problème est réglé déjà par le code pénal. Et je crois que les magistrats ne regardent plutôt le plus souvent que le code pénal. Le code de l'enfant vient renforcer le code pénal dans sa position en ce qui concerne la répression de cette infraction de mutilation génitale des filles. Eh bien,
lorsque c'est signalé, je vous dis, une enquête est toujours ouverte. Et ça aboutit toujours à un procès verbal, à un déferment devant le tribunal. D'accord, les tribunaux, les parquets gardent la personne pour quelques jours pour que la personne sache d'abord que c'est sérieux. Et si c'est grave, on garde la personne, parce que si on transforme en crime, eh bien on garde la personne pour le temps qu'il faut pour organiser le procès. Donc, sachez que les dispositions du Code de l'enfant que vous avez citées ne viennent que renforcer, n'est-ce pas, ce que le Code pénal dit déjà. Je vous dis, nous sommes en train de réfléchir pour modifier encore le Code dans un sens plus sévère et cela ne va pas tarder parce que ce sont des phénomènes qui deviennent récurrents dans ce pays et deviennent préoccupants. Donc, dénoncer, comme l'a dit Madame, c'est par tout pouvoir utile et approprié aux autorités compétentes, eh bien, elles réagiront. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. En tout cas, il faut appliquer les lois parce qu'il ne sert à rien de dire aux législateurs de faire voter des lois et de les faire promulguer par le président de la République si leur application ne sera pas effective. Donc, merci beaucoup, Virginie Zlemou de Zérékoré, pour cette question. J'espère que tu es satisfaite, ma camarade. Cette fois-ci, on va aller avec Massila de la région de Kindia qui a une question sur l'accompagnement des victimes de mariage d'enfants. C'est à la haute attention de Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Massila. Ndanara Massila. Nyafunu nani. Nyafunu nani. Na Kindia ne. Katina maganga. Ndama mire mvine rameta. Masima yangu na lewe. Danko monalu na kuha. Monu gi demele na bolto mona siga komisaria moto siga men mona ayaba danko nu na mu na école mona métier ne na famali fa na lu métier na tele ane na kuiki danko menga na mo gara mama sen frina ma hamsa wotoram makejo ma sen singe ita menga na nyosa kiki bang de wam neta na mato mama ko firi ande ita menga na nyosa kine ani mota ndimi afeom mama wa nge ita menga na nyosa kiki bang de wam mas dariye nana mota ndimi ne ge fi ba kameta mo asima ya munali e mo wadu tuma mantola yi mama anu dariye na bogi na la ma mo mafala moi mi mo gori fe na seriye nyere fe hasanyere fe eske abatu mama gori free ande ita menga na nyosa ne anu mota ndu me ga fe rom e mota na fi ma kameta mo asima ya mali mo ma du tuma mo gori mu ko aha mo mi ma gori fe ota fere mundu nu fira mundu ndongo akolo mo na lude mo yetara barma mo amere ba mo fi kameta mo asima ya mali ona ma mali mundu ndongo de akolo mo lu mo yetara. On peut traduire, s'il vous plaît? Oui. On peut traduire? Oui, vas-y, madame. Ok, elle dit qu'elle est Massila, elle a été victime de mariage précoce. Heureusement, elle a été protégée par les membres de CIPEG en collaboration avec le Club des jeunes filles leaders. Sa première question s'adresse à Monsieur le ministre de la Justice par rapport aux droits des filles qui sont victimes de viol, de mariage d'enfants. Et sa deuxième question concerne elle a posé ça à Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. C'est par rapport à l'autonomisation et la non-stigmatisation des filles victimes de mariage d'enfants, de viol, de l'exploitation et la non-scolarisation de ces filles. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Oui. Alors, on va commencer. Ok. Bien. J'ai déjà parlé, le mariage précoce, eh bien, quand l'enfant est en dessous de l'âge légal, c'est considéré comme viol. Si bien que ce fameux mari
tout comme les parents, sont susceptibles de poursuites. Mais faut-il qu'on les dénonce, n'est-ce pas, à la justice, et que les services de police, de gendarmerie fassent l'enquête et fassent venir le procès verbal. Il n'y a aucun problème, c'est puni. En tout cas, pour le regard de la loi, c'est puni. Mais encore une fois, faut-il que ça arrive à la justice. Bon, maintenant, si le phénomène est produit et que des interventions viennent par-ci, par-là pour dire non, c'est le mariage, le prophète a fait ceci, cela, écoutez, quand la justice n'est pas saisie, on ne peut pas aller chercher. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. On va aller avec Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Sa question, quelles dispositions prises par le ministère pour l'autonomisation et la non-stigmatisation des filles victimes de mariage d'enfants, des viols, de l'exploitation et non scolarisées? Merci bien, Madame la modératrice. Vous allez me permettre de m'exprimer en langue soussou, en langue nationale soussou pour Mmasila, pour sa compréhension. Et je parlerai après en français pour les autres. Mmasila, mema isila. Ina nye na kanaki inye funu nane, mfanye funu nane, mfanna menina yekole numfife khametane. Konon tambaba. Abara sigala nondi. Ala jafang. Nana niye naka kharang. Mbara kharang tonna de na amun tonedo. Mais alhamdulillah rabbil alamin. Ira mere isa de na ka sobe sur mendi nye. Sobe sur mrio na khima yende nye. Donc je vais essayer maintenant de répondre à la question. Et comme vous l'avez évoqué, la problématique du mariage des enfants, parce qu'il s'agit de cela. Mais nous avons aussi les mutilations génitales féminines. Ces deux questions ont si préoccupé la plus haute autorité de notre pays que ces questions ont été portées dans la nouvelle constitution. Il y a la révision de la loi portant code de l'enfant qui a été également mise à profit pour harmoniser les âges de la fille et du garçon qui doivent contracter un mariage. Il l'a dit tantôt, Monsieur le ministre d'État, que c'est interdit par la loi que des jeunes enfants qui n'ont pas atteint la majorité, comme le stipule la loi, qui se marient. Mais encore une fois, nous sommes complices de tout ce qui arrive. C'est pourquoi il faut s'exprimer, il faut parler, il ne faut pas avoir peur. Mais ce que nous devons faire aussi est que sur le plan opérationnel, l'autonomisation des enfants à risque ou victimes de mariage passe par des interventions clairement définies. Il faut se réjouir de l'existence du plan stratégique national que nous avons pour la promotion de l'abandon du mariage d'enfants. Et ce plan, sa mise en œuvre passe par quoi? Ça passe par le dialogue au sein de la famille. Il faut que nous parlions, que les deux parents, que les autres, les tantes, les oncles, la maman, le papa, sans oublier les enfants, que nous dialoguons entre nous. Former les compétences de vie courante, en particulier pour l'adolescente et l'adolescent. Il faudrait que nous échangions. Ce n'est pas en sortant la fille de l'école, donner un mariage que nous allons vaincre la pauvreté, ou bien nous allons respecter ses droits. Je sais, on me dira que non, si on fait ça, c'est pour protéger la fille. Mais nous oublions qu'une femme, une fille qui n'a pas été à l'école, ipso facto, c'est sûr que cette fille-là sera une vulnérable. Pour qu'on puisse protéger la fille, il faut lui donner la chance d'aller à l'école et de poursuivre ses études jusqu'à la fin. Qu'est-ce que nous faisons également? C'est la mobilisation. Ce plan d'action opérationnel, plan stratégique, passe également par la mobilisation collective pour abandonner l'accélération du mariage, pour l'accélération de l'abandon du mariage des enfants.
Alors ça, c'est toute la communauté, que ce soit les notabilités, que ce soit les parents, que ce soit, je ne sais pas, les leaders d'opinion. Nous devons mobiliser toutes ces corporations-là, en tout cas l'ensemble du corps social, pour que le droit de la petite fille soit respecté en refusant de la marier avant l'âge requis. Notre plan d'action également passe par quoi? Par l'amélioration de l'accessibilité et la qualité des services de santé, d'éducation, de protection et autres services sociaux pour les filles. Il faut que la fille soit à l'école, il faut que la fille soit bien soignée, qu'elle soit bien traitée, qu'elle puisse connaître son corps, ses droits, afin de les faire valoir. Pour les victimes, des initiatives ne manquent pas, surtout au niveau communautaire. Nous avons les centres d'apprentissage de métiers qui sont des créneaux pour la réinsertion scolaire, l'appui aux activités génératrices de revenus. Comme vous le savez, l'autonomisation de la femme est au cœur du programme de développement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. On démontre la construction des CAF, des centres d'appui à l'autopromotion féminine. Toute fille déscolarisée, par exemple le cas de Massila qui a été extraite du cursus scolaire, elle peut venir dans les centres d'apprentissage de métiers, d'autonomisation des femmes, où elle pourra apprendre ses droits, elle pourra apprendre à l'alphabétisation, elle pourra apprendre à se connecter comme on le fait maintenant, apprendre un métier pour subvenir à ses besoins, mais éventuellement subvenir aux besoins de sa famille. Vraiment, Massila, il ne faut pas que vous soyez désespérés. Ne soyez pas désespérés parce que l'État se mobilise en faveur de vous. Mais encore une fois, pour les autres qui n'ont pas eu la chance, il faudrait venir vers ces centres apprendre, mais également profiter pour dénoncer ce que vous vivez en tant que jeune fille. Il faut le faire, c'est ça seulement qui pourra sauver la jeune fille que vous êtes, mais également toute la nation. Je pense que j'ai pu aussi apporter la réponse à ta question, mais on n'oublie pas aussi la motivation que nous pouvons accorder aux filles modèles. Ce ministère-là le fait, il faut poursuivre ces actions-là. Nous le faisons et nous sommes appuyés par les partenaires de développement, y compris la CEDEAO, qui nous aide à promouvoir les filles modèles en leur donnant des outils, en leur donnant des bourses pour qu'elles puissent poursuivre leur scolarisation. Merci beaucoup à la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Merci de nous donner l'espoir à travers ces initiatives qui méritent vraiment d'être initiatives à encourager, mais aussi à soutenir. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, ça c'est que l'activité à laquelle nous prenons part à l'instant T est un plaidoyer des enfants des 4 régions naturelles et de la ville de Conakry sur les différents sujets de préoccupation auprès des autorités gouvernementales et le système des Nations Unies à travers l'UNICEF. Alors, pour la région spécifique de Conakry, il y aura 3 intervenants. Le premier intervenant, c'est Moussa Kamara, qui a une question sur la migration, mobilité externe des enfants non accompagnés, et c'est la haute attention de Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables et de Monsieur le représentant de l'UNICEF. Moussa Kamara. Bonjour Madame et Monsieur, je m'appelle Moussa Kamara, j'ai 17 ans. Je fais la 10e année au groupe scolaire Cheikh Abdoul Kawa. Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables, Monsieur le Président, Monsieur le représentant de l'UNICEF, j'aimerais vous poser 2 questions. Quelles dispositions préconisez-vous pour aider les enfants et les jeunes à se stabiliser et éviter de prendre des routes migratoires à risque? La deuxième question, quelles solutions pour la famille démunie? Je vous remercie. Merci, Moussa Kamara. Madame la ministre. Alors, Moussa, bienvenue au forum.
À la question, je vous donnerai cette réponse. Vous savez que le problème de migration, on ne peut le solutionner sans un travail d'ensemble. Il faut que nous agissions collectivement. Mais vous allez souvent, certainement, nous opposer la question d'une part de pauvreté et d'autre part, vous allez parler de l'employabilité pour justifier la migration. Où nous sommes pauvres, il faut prendre les enfants et pour les mettre dans des familles où ils peuvent être serviables, corvéables, ou bien on les met dans des bateaux pour aller de l'autre côté, c'est-à-dire ça, c'est l'Occident. Mais je vous assure que ce qu'on nous présente de l'Occident n'est pas la réalité. Il y a pire que ça. Les jeunes qui quittent pour aller, certainement, vous avez dû voir des films, des émissions là-dessus. Beaucoup meurent dans l'océan et n'arrivent jamais, ou ils deviennent des esclaves arrivés au nord de l'Afrique. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mettre l'accent sur l'information. Il faut sensibiliser à travers les structures communautaires de protection de l'enfant. Ceux-ci doivent agir à la base pour que les enfants et les jeunes ne quittent pas pour aller chercher vraiment le bonheur, un bonheur utopique dans l'au-delà. Il faut sensibiliser les jeunes tout en mettant vraiment des efforts dans l'éducation. Encore une fois, l'éducation revient. C'est-à-dire, l'éducation devient un facteur pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre la vulnérabilité, pour lutter contre le chômage. Il faut étudier. Si vous ne pouvez pas être employé par l'État, il va sans dire que vous pourrez développer des projets pour être entrepreneur et vous auto-satisfaire vous-même. Alors, en ce qui concerne des enfants migrants non accompagnés, retournés, nous avons mis en place un mécanisme d'accueil. Avec l'OIM, nous travaillons dans ce sens-là et de retour en famille. Et c'est là où interviennent les acteurs sociaux, les travailleurs sociaux qui font la médiation. L'UNICEF, bien sûr, nous travaillons avec l'OIM, nous travaillons avec l'UNICEF et pour faire en sorte que les enfants retournés, en tout cas les migrants retournés, qu'ils puissent intégrer leur famille sans qu'il y ait de problème. C'est là où je le disais tantôt que les travailleurs sociaux jouent un rôle vraiment primordial dans la médiation afin que ces enfants soient dans leur famille. Cela commence depuis l'aéroport jusqu'à la réunification familiale. En passant par la prise en charge dans les centres de transit, les enfants bénéficient de toutes sortes de kits, que ce soit alimentaire, que ce soit sanitaire, que ce soit vestimentaire et des petits soins de commodité. C'est ce que nous faisons. Et justement, pourquoi l'UNICEF est venu dans ce programme, c'est justement par rapport aux enfants. Parce que l'on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui vont l'au-delà. On parle de migration, mais on se focalisait sur les jeunes, alors qu'il y avait des enfants qui revenaient et qui souffraient beaucoup, qui n'étaient pas pris en charge. Nous voudrions vraiment remercier l'UNICEF pour cela. Et de 2019 jusqu'à ce jour, 2020, il y a 439 enfants, dont 56 filles, qui ont été appuyées. Enfants et jeunes qui ont été appuyés, des migrants retournés qui ont été appuyés. Aussi, en plus de cet appui transitoire qu'on leur donne, que ce soit en nourriture, que ce soit en habillement ou bien d'ordre sanitaire, des opportunités de réinsertion socio-professionnelle aussi sont offertes. Il y a des équipements qui ont été donnés, des formations qu'ils ont reçues et des appuis leur a été donnés, tels que des équipements pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins et bien éventuellement créer leur entreprise. Nous insistons surtout sur le développement des mécanismes de protection sociale. C'est très important, encore une fois. Il faut que nous renforcions ces mécanismes-là de protection sociale. La réduction de la pauvreté ne passe pas par 4 chemins, sinon par la couverture sociale pour soulager les charges des familles.
parce que vraiment, ce n'est pas de bon cœur que les parents laissent leurs enfants aller quitter la famille pour aller chercher un bonheur qui sont censés, c'est sûr qu'ils ne pourront même pas le trouver. D'autres vont, c'est pour la mort. Alors que si nous assurons la couverture sociale pour ces familles, il va sans dire que les enfants vont étudier. Il va sans dire que les enfants seront très bien soignés et leurs droits seront respectés. Merci beaucoup à Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Cette fois-ci, on va aller avec le représentant de l'UNICEF Guinée. La même question pour vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que je ne saurais mieux dire. Je ne saurais vraiment mieux répondre que Madame la ministre qui a vraiment bien clarifié les problématiques et les interventions aussi courantes pour adresser cette question-là. Vous savez, si les enfants sont à l'école, ils sont protégés de plusieurs risques qui peuvent les affecter. En fait, ils sont même protégés en matière de santé. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour démontrer que l'école, c'est un cadre protecteur sur plusieurs dimensions. Donc, pour protéger les enfants contre les routes risquées, les routes migratoires très risquées qu'ils prennent souvent, la rétention scolaire est très importante. Et même pour ceux qui partent et qui reviennent, la réintégration scolaire est primordiale. Donc, je voudrais appuyer encore une fois ce que Madame la ministre a dit pour vraiment supporter le fait que tout doit être fait pour l'universalisation, pour que la scolarisation soit universelle parmi les enfants. Certains jeunes qui sont en dehors de l'école, qui sont en âge de travailler, aussi prennent les routes migratoires vers l'Europe, vers l'Occident, et souvent reviennent diminués même comparé à ce qu'ils étaient avant leur départ. Et là aussi, la réintégration professionnelle, le support à ces jeunes-là en termes d'entrepreneuriat, non seulement dans le secteur industriel, mais aussi au niveau de l'agriculture, mais aussi en les formant d'abord. On a un bon élan au niveau du gouvernement pour le renforcement de l'enseignement technique. Je crois que ces jeunes-là aussi devraient bénéficier beaucoup de cela pour pouvoir s'intégrer dans la vie professionnelle, que ce soit dans l'agriculture ou bien dans d'autres activités. Mais très souvent, voyez-vous, le problème de manque d'information est très souvent ce qui pousse les enfants et les jeunes, et même les familles, à encourager la migration irrégulière. Donc, ce manque d'information aussi joue un rôle très important qu'il faut vraiment adresser, parce que très souvent, les gens quittent parce qu'on leur a dit quelque chose et c'est ça. Ils utilisent ça comme tremplin pour aller sur ces routes qui sont vraiment risquées. Donc l'information et la sensibilisation est très importante. Je ne peux pas parler mieux que Madame la ministre sur le rôle de l'autonomisation, sur le rôle de tout ce qu'il y a empowerment, c'est-à-dire renforcer la capacité des jeunes pour se prendre en charge. Et très souvent, bon, la pauvreté, ça joue, bien sûr, mais la pauvreté peut être vaincue par ces actions d'autonomisation. Et nous avons beaucoup de centres d'autonomisation des filles qui peuvent jouer ce rôle-là. D'une façon générale aussi, quand les migrants de retour, les services doivent être disponibles, les migrants de retour. Je crois que le DFID a
fourni un financement sur lequel nous travaillons avec Madame la ministre et l'OIM aussi pour les enfants en mouvement. Et ça permet de fournir des services aux enfants en mouvement, aux enfants retournés, etc. Je crois que ceci est un domaine très difficile, mais où on ne doit jamais baisser les bras. On ne parle pas de migration régulière. Bon, si vous avez un visa pour aller étudier, un visa pour aller vous renforcer à l'extérieur et revenir, ou bien trouver un travail international, cette migration régulière, ce n'est pas de cette migration dont on parle vraiment parce qu'elle est régulière. Les migrations irrégulières dont on parle, c'est les migrations où il y a de gros risques d'abus, d'exploitation, de violence contre les migrants, de violation de leurs droits. Et c'est là où les enfants et les jeunes doivent être protégés. Et là, c'est la responsabilité de tout le monde, non seulement du gouvernement, des organisations internationales, mais aussi des communautés, de la société civile, des clubs des filles leaders, par exemple, des associations de jeunes. Tout le monde doit être impliqué et se tenir la main pour endiguer ce fléau. Je vous remercie. Merci beaucoup à monsieur le représentant de l'UNICEF. Il faut l'implication de tout le monde à tous les niveaux. Alors, cette fois-ci, on va aller avec Aïssatou Djoumou Diallo qui a une question sur la mendicité des enfants albinos et handicapés. C'est à la haute attention de Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Aïssatou Djoumou Diallo, on vous écoute. Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables, nous remarquons beaucoup d'enfants dans les rues à Conakry et dans les grandes villes du pays, notamment les albinos et les handicapés en train de mendier. Quelles sont les actions prises par votre département pour les sortir de la mendicité? Je vous remercie. Merci, Madame Mademoiselle la Miss Albinos. Hein? J'ai vu votre affiche et je vous souhaite une bonne fête. C'était le 13 juin. Je voudrais d'abord vous dire, avant de parler des mesures que le département, des dispositions que nous avons prises sur le plan de la protection des personnes, qu'ils soient albinos ou qu'ils soient handicapés, parce que le plus souvent, c'est les handicapés et les albinos que la communauté, la société met dans la rue pour aller quémander. Je voudrais vous informer que depuis 2018, nous avons 2 lois. La première loi, c'est celle portant promotion et protection des personnes handicapées. Deuxième loi qui est sur la table de l'Assemblée, c'est la loi portant protection et promotion des personnes atteintes d'albinisme. Donc, vous voyez que sur le plan juridique, l'État est en train de faire un travail qui fait la promotion et la protection des droits de ces personnes. Culturellement, nous sommes à majorité des musulmans. Il est formellement interdit, la mendicité est interdite par notre religion et juridiquement aussi. Ce fléau est aussi interdit. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes conscients de la situation qui reste une préoccupation de notre département, mais pour le gouvernement en entier. Raison pour laquelle nous œuvrons, nous avons développé aujourd'hui un programme d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées, bien que les albinos ne veuillent pas qu'on leur dise qu'ils sont handicapés, mais ça prend aussi en compte ces personnes-là. Vous avez une loi spécifique, mais j'avoue que si elle est adoptée par l'Assemblée, cela va rentrer en vigueur. Nous avons réussi avec ce programme d'inclusion aujourd'hui que nous menons
a accompagné 10 organisations de personnes handicapées et 11 personnes handicapées dans leur activité génératrice de revenus. Ils ont été formés, ils ont été équipés. Nous le devons nous avons réussi cela avec le programme des Nations Unies. Ensuite, nous avons formé et accompagné 50 jeunes handicapés en esprit d'entreprise et 25 d'entre eux ont bénéficié d'un appui. Toujours dans la même option, nous avons ouvert un centre. Comme je l'ai dit, le programme d'inclusion et d'autonomisation des femmes, je dis encore des femmes, des handicapés, son deuxième volet, justement, c'est la construction des centres d'apprentissage de métiers pour personnes handicapées. Le 3 décembre dernier, Monsieur le Président de la République est venu lui-même en personne pour inaugurer. Et je vais vous dire que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un président de la République vienne pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées. Ça ne s'est jamais fait. Avant, c'était toujours des déclarations et autres, mais maintenant, de plus en plus, nous sommes en train de développer des activités, des actions qui puissent les permettre d'être extraits de la mendicité. Alors, les filières qui sont développées dans ces centres-là, c'est la soudure, la couture, la teinture, la saponification, la cordonnerie, bambou, rotin. Il y a du travail qui est en train de se faire là-bas. C'est très, très, très... C'est-à-dire, il faut voir pour y croire. Alors, ce travail-là est en train d'être fait. Parce que rien ne sert à dire à une personne, quitte dans la rue, ce n'est pas bon pour toi. Quand je prends le cas des albinos, le soleil là qui les frappe leur donne le cancer de peau. Rien ne sert de dire à une personne atteinte d'albinisme, quitte dans la rue, cesse de mendier, ce n'est pas bon. S'il n'a pas à manger, il va sortir. Donc, au lieu de faire quoi que ce soit, nous mettons des mécanismes en place. C'est ça les instructions que nous avons reçues du gouvernement et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faudrait maintenant que nous procédions à la sensibilisation, que nous informons, que nous disons aux gens de venir et que désormais il y a la loi. Si une famille met dans la rue une personne atteinte de handicap ou bien d'albinisme, si la personne est appréhendée, il va sans dire que la famille va être condamnée parce qu'en ce moment, ils seront les auteurs. Alors, nous allons mener ces actions de sensibilisation. Bien sûr, nous le ferons avec vous, mais encore une fois, il est important que vous soyez à l'école. Étudiez, ne refusez jamais cela. Que rien au monde ne vous pousse à sortir de l'école pour être dans la rue, ça c'est la facilité. On va vous donner aujourd'hui, mais on ne va pas vous donner tout le temps. Je vais voir tout de suite un petit albinos, sa peau est très belle, mais une fois qu'il est atteint de cancer, mais je ne pourrai plus. Alors vraiment, c'est ce conseil-là que je vais vous donner en tant que maman, en tant que ministre, mais aussi en tant que grand-mère. Étudiez. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, maman. En tout cas, la sensibilisation, c'est une arme extrêmement efficace pour la lutte contre ces fléaux. On va aller avec le dernier intervenant au compte de cette activité de plaidoyer de ce matin. Son nom, c'est Ibrahima Sori Sissé, toujours de Conakry, qui a une question sur les opportunités d'éducation pour les enfants sourds-muets. C'est à la haute attention de Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Madame la ministre, on est avec vous toujours. Ibrahima Sori. Merci beaucoup. Madame la ministre, quelqu'un va traduire. Aux enfants, La bien aperçue, s'il vous plaît. D'accord. En fait, sa question, c'est les études à l'école des sourds-muets de Bolbiné s'arrêtent au niveau de la 6e année du primaire. Qu'est-ce qui est envisagé pour la suite des études pour les enfants sourds? Merci beaucoup. Merci pour la question. Vous savez, l'école de Bolbiné est une école d'enseignement spécial
en langue des signes pour les enfants déficients auditifs. Pour donner une suite favorable aux élèves ayant obtenu leur certificat d'études primaires, le département est en négociation avec le ministère d'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi pour l'inscription des élèves admis au CEP dans les filières post-primaires, à savoir la plomberie, la maçonnerie et la menuiserie. Nous précisons également que les enfants sourds ne peuvent pas faire la mécanique, la chaudronnerie ou l'électricité à raison de leur déficience. Alors, les négociations se poursuivent pour que nous puissions résoudre ce problème-là, grâce vraiment à la collaboration que nous avons avec ce département. Dans le contexte du Covid, là, il faut en parler parce que le mois de l'enfant se tient au moment où nous sommes confrontés à la Covid, la pandémie. Justement, c'est des personnes qui sont aussi affectées parce qu'ils ne comprennent pas les explications, sinon les actions d'information et de sensibilisation que nous menons pour qu'ils puissent prévenir la maladie. Et c'est pourquoi, avec le ministère de la Communication et justement avec les partenaires, nous voulons mener des sensibilisations en direction. Nous l'avons continué, mais il faut le poursuivre parce qu'ils doivent être protégés contre cette pandémie. Pour me résumer donc, oui, vos préoccupations sont très bien inscrites dans l'agenda du département. Nous travaillons avec les départements concernés pour que vous soyez dans le cursus scolaire, mais également dans le cursus d'apprentissage des techniques et professionnelles. Merci beaucoup, Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Après ce tour des questions-réponses, je passe la parole à Monsieur le représentant de l'UNICEF pour son dernier mot avant la clôture par le gouvernement. Merci beaucoup. Et une fois de plus, l'UNICEF est vraiment ravi d'avoir été associé à ce panel virtuel des enfants de la Guinée avec les autorités du gouvernement, notamment les ministres de l'Action sociale et les ministres de la Justice. Comme je le disais tantôt, ceci doit être une conversation au continu. Et le mois de l'enfant, ça doit être de janvier à décembre. Je voudrais aussi remercier tous les enfants qui ont participé à cette discussion, à ces échanges d'idées. On ne le dira jamais, quand on parle des enfants, on dit toujours que les enfants, c'est le futur de toute une nation. Les enfants, c'est demain. Mais moi, je dirais même que les enfants, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut les mettre à l'école. C'est aujourd'hui qu'il faut les vacciner. C'est aujourd'hui qu'il faut protéger leurs droits afin que demain, ils soient des adultes épanouis pour mener à bien leurs fonctions dans la société. Je suis aussi vraiment impressionné par le dynamisme des enfants, que ce soit ceux qui sont autour de cette table, mais aussi le Parlement des enfants, le Conseil des enfants au niveau décentralisé, les filles leaders. Nous avons vraiment de ces organisations dynamiques et je les ai tous rencontrés. Je dois dire que j'ai été agréablement surpris par leur dynamisme et les initiatives qu'ils prennent. Monsieur le ministre de la Justice, Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables, chers enfants, je voudrais par ces mots vous remercier et vraiment encourager tout le monde à continuer à investir dans les enfants pour qu'ils deviennent demain, mais aussi aujourd'hui, des citoyens à part entière. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Monsieur le représentant de l'UNICEF. Monsieur le ministre de la Justice, Non.
Le dernier mot lui revient. Laissez-moi dire un mot. Vous savez, le thème du mois de l'enfant de cette année, c'est l'accès à une justice adaptée aux enfants. Et c'est pourquoi Monsieur le ministre de la Justice est avec nous. Il nous a accompagnés durant tout ce mois. Et c'est lui qui a ouvert ce forum, justement. Je voudrais que le dernier mot lui revienne. Je voudrais remercier tous les enfants qui ont participé à ce forum. Je voudrais surtout remercier l'UNICEF qui nous a appuyés techniquement pour la réussite de ce forum. Un forum de redevabilité où le gouvernement vient rendre compte de ce qu'il est en train de faire pour les enfants par rapport au respect de leurs droits et à leur bien-être. Vraiment, je plaide pour que de tels forums soient pour nous une façon de collaboration avec les enfants, qu'ils puissent avoir accès au gouvernement afin que nous puissions dire voici ce que nous avons fait, voici ce qui reste à faire par rapport aux engagements pris. Nous avons pris des engagements, il faut les respecter et cela, nous devons accepter que les enfants nous demandent ce que vous avez dit, est-ce que vous avez respecté? C'est ça aussi la bonne gouvernance. Donc, je remercie tout un chacun. Monsieur le ministre de la Justice, vous avez quitté le poste de ministre de la Justice, mais là où vous êtes encore, je sais et je garde espoir que vous continuerez à soutenir les populations guinéennes, les personnes vulnérables qui n'ont pas la chance et des opportunités pour pouvoir vivre comme cela se doit, comme vraiment sollicité par Monsieur le Président de la République qui se bat pour les populations guinéennes. Encore une fois, n'oubliez pas les enfants de Guinée, n'oubliez pas les autres personnes vulnérables, que ce soit les handicapés, que ce soit les personnes albinos. Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous aurez à faire. À vous les enfants, je vous souhaite un excellent mois de l'enfant et je vous demande encore une fois d'aller à l'école, de vous scolariser, d'accepter d'être à l'école. Vive les enfants de Guinée, vive la coopération Guinée-UNICEF, vive la Guinée, que Dieu nous bénisse et vive les enfants. Je vous remercie. Amen, amen. Monsieur le ministre de la Justice, merci Madame la ministre, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je vous remercie. Je commencerai d'abord par dire que je suis émerveillé par l'apport des enfants participants à ce forum et je sais qu'on peut compter sur eux quant à la prise en charge de leur devenir. Nous, on ne fait que les accompagner, mais je sens qu'ils sont suffisamment préparés pour prendre leur devenir en main et, n'est-ce pas, évoluer vers un monde meilleur dans ce pays, en Afrique et dans le monde. Je remercie Madame la ministre de l'Action sociale pour les efforts qu'elle a fournis. Elle nous a associés étroitement à la célébration de ce mois de l'enfant et elle nous associe à l'ensemble des activités liées à l'enfance dans son département et d'une manière générale même de l'ensemble des personnes vulnérables dont elle a en charge. Elle est d'un courage tel que quand elle le sollicite, on ne peut pas rester inerte, on ne peut que réagir. Ça, il faut vraiment qu'on le reconnaisse. Je l'ai vu à l'action à propos du Code de l'enfant. Elle a accompagné l'élaboration de ce code et le vote. Je l'ai vu à l'action dans l'élaboration du code civil en ce qui concerne le statut personnel, lorsque le problème délicat de la légalisation de la monogamie s'est posé. C'était très compliqué, mais elle s'est investie avec courage, avec conviction
et le texte a été adopté, il reste maintenant l'application. Il faut qu'elle soit remerciée pour ses efforts et l'encourager surtout à poursuivre dans ce sens, n'est-ce pas, de ses activités. Ce n'est pas pour rien que M. le Président de la République a renouvelé sa confiance en elle, n'est-ce pas, pour la bonne tenue de ce département. Je voudrais surtout remercier l'UNICEF. L'UNICEF qui a été un partenaire, je viens de découvrir qu'il est également partenaire du ministère de l'Action sociale. J'ai apprécié à sa juste valeur l'appui que l'UNICEF a apporté au département de la justice pendant le court temps que j'ai passé ici. Je veux parler, par exemple, je parlais tout à l'heure du Code de l'enfant. L'UNICEF a accompagné la mise en chantier, n'est-ce pas, de ce code, accompagné l'élaboration dans le financement des ateliers qu'on devait tenir hors de Conakry, et jusqu'au vote de ce texte. Et on a pu continuer encore aujourd'hui quant à la vulgarisation, c'est-à-dire la multiplication du code à l'attention des magistrats et du code judiciaire, mais également la publication au journal officiel pour que ce code ait force de loi. Ça, c'est du côté législatif. Mais du côté institutionnel, si le tribunal pour enfants a démarré aujourd'hui, n'est-ce pas, et qu'on commence à reconnaître, n'est-ce pas, l'existence de ce tribunal, eh bien, c'est grâce à l'UNICEF qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner tous nos efforts, n'est-ce pas, d'opéralisation de ce tribunal. N'est-ce pas, aussi bien le tribunal pour enfants que le tribunal criminel pour enfants. Et je sais que cet appui continuera également en ce qui concerne la chambre, n'est-ce pas, criminelle pour enfants qui va être mise en place. Nous, on a fait nos efforts, on a mis en place le personnel, les magistrats, les greffiers, pas pour rendre le tribunal opérationnel, mais, encore une fois, l'effort de l'UNICEF est fondamental. Je ne peux que le remercier à ce sujet. Au moment où, en tout cas, je quitte ce département, après ce court séjour, eh bien, j'apprécie à sa toute valeur tout ce que l'UNICEF a eu à faire avec moi et je les encourage encore à persévérer dans ce sens pour que vraiment le sort de l'enfant prenne une autre tournure dans ce pays. Parce que jusque-là, c'était négligé, mais, grâce à l'UNICEF, nous avons eu le courage, nous avons eu vraiment l'engagement de persévérer pour répondre aux exigences, n'est-ce pas, de la Convention internationale pour l'enfant. Et c'est sur ce, je remercie les uns et les autres d'avoir participé à ce forum qui a été vraiment enrichissant. Encore une fois, les enfants nous ont apporté beaucoup de connaissances, beaucoup de faits nouveaux que nous ignorons. Nous avons noté leurs préoccupations en ce qui concerne leur vie, en ce qui concerne les violences dont ils sont l'objet, ici et ailleurs dans le pays. Ça, eh bien, je crois que les autorités supérieures en seront conscientes et répondront, n'est-ce pas, comme il faut, à cette inquiétude, n'est-ce pas, qu'ils n'ont cessé d'exprimer tout au long de ce forum. Je remercie les uns et les autres et je déclare clos, n'est-ce pas, les travaux de ce forum de ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nous sommes pratiquement arrivés à la ligne rose de cette activité. Et ce fut une grande satisfaction, un réel plaisir pour nous, enfants aussi, d'être là et surtout de partager un moment rare et précieux avec vous. Et s'il y avait un mot plus grand que merci, on aurait placé pour vous montrer à quel point on est content de savoir aujourd'hui que nos problèmes restent et demeurent les vôtres. Je sais que ce n'est pas la première fois et ce ne sera non plus la dernière fois. Et qu'ensemble, nous allons continuer toujours à nous donner les mains pour la cause des enfants en Guinée. Merci à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci.